Bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous recevons une fois de plus Peter Schiff, PDG de Euro-Pacific Asset Management et animateur du très populaire Peter Schiff Show. Merci d'être avec nous. Il semble qu'il ne se passe plus un seul jour sans qu'un nouveau choc ne frappe l'économie internationale. Je pensais que l'or serait un excellent point de départ, car je me souviens que lorsque j'ai commencé à en acheter en 2008 et 2009, je vous écoutais et je lisais votre livre Crash Proof en particulier. Mais les prix sont aujourd'hui bien différents, dépassant les $4 000 l'once. Que se passe-t-il avec l'or en ce moment? Comment expliquez-vous cela? Oui, eh bien, c'est facile à expliquer, car je le prévois depuis des années. Vous savez, quand j'ai commencé à le recommander à mes clients de courtage chez Euro-Pacific Capital, l'or valait environ 300, peut-être un peu moins. Il a donc été multiplié par plus de 10 depuis. En réalité, il a mieux performé que le S&P 500 au cours des 25 dernières années environ. Et cela reflète la mauvaise politique monétaire et budgétaire du gouvernement des États-Unis qui a détruit la valeur de notre monnaie. En conséquence, il faut davantage d'unités de cette monnaie pour acheter des biens. C'est pour cela que le marché boursier est aujourd'hui beaucoup plus élevé. Ce n'est pas parce que les entreprises valent réellement beaucoup plus, mais simplement parce que les dollars utilisés pour les acheter valent beaucoup moins. Donc vous savez, si l'on se base sur le moment où j'ai commencé à recommander l'or, il faut aujourd'hui 4 à 5 fois plus de dollars pour acheter le Dow Jones, mais 11 fois plus pour acheter une once d'or, n'est-ce pas? Cela remet les choses en perspective, car en termes d'or, le marché boursier est en réalité en nette baisse. Si on le mesure en monnaie réelle, c'est-à-dire en or, l'or est une monnaie que la Réserve fédérale ne peut pas créer à partir de rien. Son pouvoir d'achat est donc préservé. En fait, le pouvoir d'achat de l'or augmente, car les prix sont censés baisser. C'est ainsi que fonctionne le capitalisme. Nous trouvons des moyens plus efficaces de produire, nous développons des économies d'échelle, et les prix sont censés diminuer. Et si l'on mesure les prix en monnaie réelle, ils baissent effectivement. Ce n'est que lorsque nous sommes coincés avec une monnaie fiduciaire créée par un gouvernement que nous subissons la hausse des prix. Eh bien, Donald Trump, tout comme Scott Bessent d'ailleurs, affirme que l'économie est en plein essor. Pourtant, nous venons de voir, eh bien, je suppose que cette réaction en dit long. Mais en même temps, nous constatons que les taux d'intérêt sont désormais abaissés, ce qui soulève la question: dans quelle mesure la défense du dollar américain reste-t-elle une priorité? Quel est l'argument derrière cela? L'argent bon marché est-il censé restaurer la vigueur économique? Et si l'économie est vraiment florissante, pourquoi cela serait-il même nécessaire? Si vous affirmez que l'économie est en plein essor, et Trump ne se contente pas de dire qu'elle est en plein essor, il dit que c'est la plus forte de l'histoire du pays, alors cela signifie que c'est le plus grand boom, non? Plus grand que les années folles, n'est-ce pas? Elle n'a jamais été aussi florissante. Et il dit que c'est l'économie la plus dynamique du monde. Donc c'est la plus forte économie de l'histoire de l'Amérique, et c'est aussi la plus forte économie du monde. Cela ne concorde pas avec le fait d'exiger que la Réserve fédérale réduise drastiquement les taux d'intérêt. Mais cela ne concorde pas non plus avec l'opinion publique. J'ai vu hier les taux d'approbation de Donald Trump concernant l'économie, uniquement sur l'économie, sont les plus bas qu'ils aient jamais été. Cela inclut son premier mandat. Je crois qu'il a environ 33% d'opinion favorable sur l'économie. 60% des gens désapprouvent sa gestion de l'économie aujourd'hui. Si l'économie se portait bien, on pourrait penser que plus de gens lui en donneraient le mérite. En général, que l'économie soit bonne ou mauvaise,
même si cela n'a rien à voir avec le président. Le président reçoit le blâme quand elle va mal et le mérite quand elle va bien. Donc, si le public dit qu'il est mécontent de la façon dont Trump gère l'économie, qu'est-ce que cela te dit de leur expérience personnelle? L'économie ne va pas bien, et c'est pourquoi ils blâment Trump et disent « Je n'aime pas la façon dont il gère l'économie ». Si nous avions vraiment la plus forte économie de l'histoire, les sondages de Trump devraient le refléter. Le peuple devrait être ravi de vivre ce formidable essor économique, et il devrait avoir confiance en Trump, car il devrait lui en attribuer le mérite. Après tout, Trump affirme qu'avant qu'il ne devienne président, il y a un an, nous avions la pire économie de l'histoire du monde, et qu'à présent, nous avons la meilleure. Donc, s'il y a eu une transformation aussi massive de notre économie en si peu de temps, on pourrait penser que les électeurs se réjouiraient et que les personnes sondées attribueraient à Trump le mérite de ce redressement miraculeux, passant de la pire économie de tous les temps à la meilleure en un laps de temps très court. Je veux dire, il mérite sûrement du crédit pour ça. Donc cela montre simplement que tout cela, c'est du baratin, et je ne sais même pas si Trump y croit lui-même. Très probablement non. Vous savez, quand il dirigeait Trump Steaks et disait aux gens que c'était les meilleurs steaks du monde, y croyait-il vraiment? Ou essayait-il simplement de vendre ses steaks? Maintenant, il essaye juste de vendre sa présidence. Il essaie de faire croire au public que sa présidence est un grand succès, alors il exagère tout. Les gens devraient prendre ce qu'il dit avec des pincettes. Rien de tout cela n'est réel. Eh bien, c'est le roi du branding, je suppose, de l'aspect marketing. Mais bien sûr, au fond, il faut qu'il y ait quelque chose de réel. Dans quelle mesure penses-tu que le problème vient de la façon dont nous mesurons la force économique? Parce que c'est souvent une critique, n'est-ce pas, que nous mesurons tout en PIB. Surtout en politique internationale, lorsque nous évaluons par exemple les dépenses militaires ou la Chine, nous négligeons souvent le fait qu'ils peuvent faire beaucoup plus avec $1. Ils peuvent acheter beaucoup plus de balles et bien plus de navires pour ce même dollar que leurs homologues européens ou américains. As-tu une meilleure façon d'évaluer comment nous pouvons mesurer la richesse et la création de richesse? Oui, enfin, je veux dire, le PIB n'est pas la meilleure mesure. C'est celle qu'on utilise. Mais elle pose beaucoup de problèmes, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prises en compte. La valeur du temps libre, par exemple. Si j'ai beaucoup de temps libre et que je profite simplement de la vie en me détendant, cela n'apparaît pas dans le PIB. En revanche, si je me retrouve impliqué dans un procès et que je dois dépenser beaucoup d'argent en avocat, cela s'ajoute au PIB. Évidemment, je préférerais ne pas avoir une pile de factures juridiques. Alors pourquoi est-ce une bonne chose? C'est la même chose avec les dépenses médicales. Si je suis en très bonne santé, cela n'aide pas le PIB. Mais si je tombe gravement malade et que je dois dépenser beaucoup d'argent chez les médecins, alors le PIB augmente. Vous savez, si un ouragan détruit ma maison et que je dois la reconstruire, le PIB augmente. Mais si aucun ouragan ne survient et que je n'ai pas à reconstruire ma maison, alors le PIB n'augmente pas. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'éléments là-dedans qui font que ce n'est pas la meilleure mesure, mais c'est celle que nous utilisons. L'une des raisons pour lesquelles elle est aussi peu fiable, c'est qu'elle est faussée par la hausse des prix. Si nous examinons l'économie uniquement en lui attribuant une valeur en dollars, évidemment, s'il y a beaucoup d'inflation, alors le PIB va continuer à augmenter comme tout le reste. Maintenant, on est censé corriger cela avec ce qu'ils appellent le déflateur, censé retirer l'inflation du calcul. Donc il ne s'agit pas simplement d'un chiffre qui augmente à cause de l'inflation. C'est censé être une croissance réelle. Le problème, c'est que le déflateur du PIB,
comme l'IPC, est loin de mesurer à quel point les prix augmentent réellement. Donc je pense que le PIB, c'est du baratin, tout comme l'IPC. Si le PIB actuel tourne autour de 2%, je pense que l'économie est en réalité en contraction, parce que le déflateur du PIB sous-estime l'inflation de plus de 2%. Si nous avions une mesure plus précise des prix, nous verrions qu'il n'y a pas de véritable croissance économique dans l'économie américaine. Et c'est pour cela que le président est si impopulaire, non? Parce que l'économie n'est pas vraiment bonne. Les gens ont du mal. Et c'est pour cela que Trump obtient de mauvaises notes. Donc, si un pays emprunte $1 milliard à la Chine pour acheter des biens de consommation chinois, cela augmente aussi le PIB. Eh bien, souvenez-vous, nous soustrayons notre déficit commercial. C'est un chiffre négatif. Donc, disons que j'achète quelque chose en Chine, mais que je vais chez Walmart pour l'acheter. D'accord? Walmart augmente le prix. Une partie de cette vente est donc ajoutée au PIB. Mais disons que Walmart achète quelque chose en Chine pour $1 et me le revend $2. Le dollar de marge est inclus dans le PIB parce que c'est une valeur ajoutée locale, mais il soustrait le coût de l'importation, ce dollar. Donc vous voyez, si on y regarde de près, c'est un élément négatif. Le fait que nous ayons ces grands déficits commerciaux réduit notre PIB. Et c'est logique. Je veux dire, ce serait mieux si nous produisions ces biens nous-mêmes, mais ce n'est pas le cas. Et bien sûr, la valeur des biens que nous importons de Chine, c'est la Chine qui les produit, donc elle les compte dans son PIB. Si nous les comptions aussi dans le nôtre, nous compterions 2 fois la même chose, n'est-ce pas? Donc la nation qui produit l'inclut dans son PIB et nous ne l'incluons pas dans le nôtre. Ainsi, cela entre, puis nous le soustrayons. Je me souviens que dans les années 1990 et 2000, on disait beaucoup que nous étions passés d'une économie manufacturière à une économie de services. Mais de nos jours, nous ne produisons plus vraiment rien. Je veux dire, regardez, nous fabriquons certaines choses, nous ne fabriquons pas rien, mais nous produisons beaucoup moins qu'avant, et pas du tout assez. L'autre jour, je parlais sur mon propre podcast parce qu'il y avait eu des annonces de licenciements. Pas chez Walmart, Amazon licenciait beaucoup de gens, et UPS aussi, ce sont 2 des plus grands employeurs du pays. En fait, Amazon est numéro 2. Le numéro 1, c'est Walmart. Mais parmi les 10 plus grands employeurs d'Amérique, 8 sont des détaillants, juste des magasins. Et les 2 autres dans le top 10 sont UPS et FedEx. Alors que font-ils? Ils transportent simplement toutes les choses que vous achetez dans les magasins. Donc tout notre emploi, nos plus grands employeurs, est concentré sur la distribution des produits que nous importons. Mais vous savez, regardez le Japon. Vous savez, le président Trump est au Japon, où il l'était. Je pense qu'il est probablement parti, mais il était au Japon. Et 8 des 10 plus grands employeurs au Japon sont des entreprises manufacturières. Cela montre qu'ils sont une nation de producteurs. Les Japonais travaillent dur à fabriquer des choses. Nous, on fait juste semblant de travailler, non? Ou bien on travaille mais on ne fabrique rien. On se contente, vous savez, de se rendre des services les uns aux autres. Mais, vous savez, si nous ne pouvions pas obtenir de biens du Japon, de la Chine et du reste du monde, il n'y aurait rien à vendre chez Walmart. Et donc Walmart n'aurait pas besoin de tous ses employés, parce que personne n'irait dans les magasins. Pourquoi iriez-vous dans un magasin si les rayons sont vides? Donc, si vous supprimez les importations, tous ces emplois liés à la distribution de ces importations, well, there is tough. Eh bien, je voudrais revenir un peu sur la baisse des taux d'intérêt. Je me demandais, dans quelle mesure vous voyez le gouvernement financer désormais la dette en imprimant de la nouvelle monnaie. En gros, monétiser la dette. Parce qu'évidemment, cela se produit à une échelle massive. Mais comment devrions-nous comprendre les conséquences de cela?
Au lieu de taxer le public, ils impriment simplement de l'argent pour couvrir les dépenses. Eh bien, c'est ce qu'ils font. Et maintenant, ils vont le faire encore plus rapidement, maintenant qu'ils mettent fin au resserrement quantitatif. Mais je pense que ce n'est que la première étape vers la reprise éventuelle de l'assouplissement quantitatif. C'est le gouvernement, la Réserve fédérale, qui sort pour monétiser la dette publique. Ce qu'ils feront parce que le gouvernement aura du mal à trouver des acheteurs pour cette dette dans le secteur privé. Vous savez, si l'or vaut environ 4 000 $ l'once, c'est parce que les banques centrales étrangères ont acheté de l'or plutôt que des dollars. Ainsi, au lieu de détenir des dollars puis d'acheter des bons du Trésor américain avec ces dollars, ils vendent leurs dollars, achètent de l'or et placent simplement cet or dans un coffre. Cela rend plus difficile le financement de la dette des États-Unis, car il faut trouver quelqu'un pour l'acheter. Et nous devrons offrir un taux d'intérêt plus élevé pour inciter les gens à acheter, compte tenu du risque d'inflation et de dévaluation du dollar. Mais nous ne pouvons pas nous permettre ces taux plus élevés, car le montant de la dette que nous finançons est immense. C'est pourquoi il y aura beaucoup de pression sur la Fed pour qu'elle la finance. Mais lorsque la Fed le fait, elle doit créer de l'inflation pour y parvenir. Donc le compromis, c'est que oui, la Fed monétise la dette pour maintenir des taux plus bas. Mais maintenant, l'inflation fait grimper le prix de tout, et ces prix plus élevés ne sont qu'un impôt déguisé. Parce que si le gouvernement prend mon argent, je peux acheter moins de choses. Ils prennent mon argent par les impôts, j'ai moins d'argent, j'achète moins de choses. Mais si au lieu de prendre mon argent, la Fed se contente d'imprimer de la monnaie et de la dépenser, les prix augmentent. J'ai la même somme d'argent, mais je ne peux pas acheter autant. Maintenant, tout coûte plus cher, donc j'achète moins. Le gouvernement me prend mon pouvoir d'achat dans les deux cas. L'inflation n'est qu'un impôt caché. Et vous savez, le gouvernement l'aime bien parce qu'il est caché. La plupart des gens ne font pas le lien entre la hausse des prix et les dépenses publiques. Ils ne se rendent pas compte que lorsqu'ils vont au magasin et paient des prix plus élevés, ils payent en réalité un impôt. Ils ne comprennent pas cela. Et c'est pourquoi les gouvernements aiment l'inflation. C'est leur impôt préféré, parce que la plupart des gens ne se rendent pas compte qu'ils le paient. Eh bien, si on y réfléchit, les gens se fâchent. Ils s'en prennent à l'entreprise qui a augmenté les prix, n'est-ce pas? Et ensuite, les politiciens en profitent pour faire de la démagogie. Comment ces entreprises avides osent-elles augmenter les prix, n'est-ce pas? Ils augmentent les prix parce que le gouvernement a créé l'inflation. Ce n'est pas leur avidité qui en est la cause. De plus, imprimer davantage d'argent devient alors une forme d'impôt, dans la mesure où cela réduit le pouvoir d'achat. Mais comme de nombreux pays dans le monde détiennent en réalité des dollars américains, cela devient aussi une forme de taxation à l'échelle mondiale. Cela soulève donc la question, si l'inflation n'est pas maintenue à un niveau modéré ou raisonnable, mais dans quelle mesure le reste du monde commencera-t-il à éviter d'investir dans le dollar américain? Voyez-vous, je veux dire, il y avait une grande présomption au début des années 1970, en 1971, lorsque la fenêtre or a été fermée et que les fondations du système de Bretton Woods ont été ébranlées. Pensez-vous que cela pourrait éventuellement conduire à la fin du dollar? Ou oui, eh bien, je ne pense pas que ce soit juste une possibilité. Je pense que c'est une forte probabilité. Je pense que nous sommes en plein dedans, ou du moins dans les premières étapes. Je ne sais pas exactement où nous en sommes dans le processus en ce moment. La dédollarisation est en cours, et oui, l'inflation est une taxe sur tous les détenteurs de dollars, pas seulement les Américains, mais toute personne dans le monde détenant de la monnaie américaine
ou un instrument de dette qui promet un paiement en dollars américains. Vous payez une part de cette taxe d'inflation. Et je pense que de plus en plus d'étrangers, et surtout les banques centrales, ne veulent pas payer cette taxe, d'autant plus qu'elle va beaucoup augmenter. Et c'est pourquoi ils se débarrassent de leurs dollars pour se tourner vers l'or. C'est pour cela que le prix est de 4 000 $, parce que de nombreuses banques centrales ont acheté de l'or, faisant grimper les prix. Et beaucoup d'autres vont en acheter comme alternative au dollar. Je pense que c'est la meilleure alternative au dollar. Beaucoup de gens sont très complaisants quant au rôle du dollar comme monnaie de réserve, qui est le fondement même de notre économie de consommation et de bulle de crédit. Les gens pensent que nous n'avons rien à craindre, car aucune autre monnaie n'est en position de nous remplacer. Ils disent que nous sommes la chemise la plus propre du panier à linge sale, ce qui est peut-être vrai ou peut-être pas. Je veux dire, je pense que nous sommes plus sales que certaines chemises, mais je reconnais que pratiquement toutes les monnaies fiduciaires sont dans ce panier. Mais l'or, lui, n'y est pas. L'or est immaculé. L'or est la vraie monnaie. Donc, quand les gens sont convaincus que le statut du dollar est sûr parce que l'euro n'est pas prêt à le remplacer, ni le yen, ni la livre, ni le renminbi, ils négligent l'alternative évidente qui est l'or. Vous n'êtes pas obligé d'adosser votre monnaie au dollar. Vous pouvez l'adosser à l'or. L'or est votre principale réserve. C'est bien mieux qu'une monnaie, car ce n'est pas en même temps la dette de quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas à craindre d'être sanctionné, car si vous possédez de l'or et que vous le gardez dans vos coffres, il vous appartient. Les États-Unis ne peuvent pas vous sanctionner, et vous n'avez pas à vous soucier de la création monétaire ou des dépenses déficitaires. La valeur de l'or sera préservée. Voici donc ce qui se passe. Le monde s'est réveillé. Il ne veut plus jouer à ce jeu. Les jours du dollar en tant que monnaie de réserve sont comptés. J'ignore combien il en reste. Personne ne le sait. Mais ce nombre diminue chaque jour. Chaque jour, nous nous rapprochons un peu plus de la fin. Les États-Unis ont récemment atteint une dette de 38 000 milliards de dollars. Mais bien sûr, ils ne sont pas les seuls. On constate également en Europe que de nombreuses grandes économies s'endettent désormais de manière insoutenable. Évidemment, le problème, comme vous l'avez dit, c'est que les monnaies fiduciaires ne sont adossées à rien. Elles peuvent simplement être imprimées trop facilement. Et il semble bien que ce soit la stratégie adoptée pour sortir des difficultés économiques. Imprimer de la monnaie pour s'en sortir. Mais l'or est-il la seule échappatoire? Car beaucoup de gens sont très optimistes à propos des crypto-monnaies. Mais encore une fois, c'est une solution, disons, assez clivante. Je suppose que vous êtes de l'autre côté du débat lorsqu'il s'agit de considérer le Bitcoin comme la solution. Eh bien, l'or n'est pas le seul moyen de conserver de la valeur que vous puissiez acheter. Je veux dire, vous pouvez évidemment acheter d'autres métaux précieux. Je pense que l'argent se porte très bien en ce moment. Je pense qu'il est encore moins cher que l'or. Il tourne autour de 48 $ l'once. Je pense que c'est une bonne valeur. Il est monté jusqu'à 54 $ et quelques il y a seulement quelques semaines. 50 était autrefois le double sommet et nous l'avons maintenant dépassé. Donc je pense que nous avons encore beaucoup de potentiel à la hausse sur l'argent. Nous n'avons plus cette grande résistance, nous l'avons déjà franchie. Mais vous pouvez aussi acheter des actifs réels. Je veux dire, j'aime les actions étrangères. Nous achetons beaucoup de bonnes actions étrangères, versant des dividendes qui, à mon avis, vont générer de très bons rendements réels, à la fois en dividendes et en appréciation du capital pour les clients. Donc vous savez, nous investissons dans beaucoup d'actions. Je gère des fonds communs de placement qui, je pense, vont très bien se comporter.
Les gens peuvent obtenir des informations sur tous mes fonds qui peuvent être achetés sans commission par l'intermédiaire d'un courtier à escompte sur europacificcapital.com. Vous pouvez également parler à nos représentants pour ouvrir un compte chez nous afin de gérer les types d'actions qui se comporteraient très bien dans cet environnement. Pour l'or, vous devriez contacter Schiff Gold et acheter un peu d'or et d'argent. Vous pouvez le faire entièrement en ligne. Nous vous l'expédierons ou nous le stockerons pour vous selon votre préférence. Vous pouvez posséder de l'or et de l'argent physique directement par l'intermédiaire de Schiff Gold, ce que je recommande. Quant au Bitcoin, oui, écoutez, certaines personnes pensent que le Bitcoin est de l'or numérique. Je pense qu'elles se trompent. Je ne crois pas que ce soit de l'or numérique. Je pense que c'est simplement un mème utilisé pour promouvoir le Bitcoin. Mais je ne pense pas que ce soit plus de l'or numérique qu'une image de hamburger ne serait de la nourriture numérique. Bien sûr, ça peut ressembler à de la vraie nourriture, mais on ne peut pas en croquer une bouchée. On n'en tirera aucune calorie. Si vous avez un régime à base de nourriture numérique, vous finirez par mourir de faim. Donc ça ne va pas fonctionner. Je pense que le Bitcoin va s'effondrer à un moment donné. Il a déjà duré assez longtemps et rassemblé beaucoup de disciples, beaucoup de croyants. Ainsi, lorsque vous achetez du Bitcoin, vous pariez que davantage de personnes y croiront à l'avenir qu'aujourd'hui. Et il faut vraiment croire que le néant est quelque chose. Et, dans la mesure où vous pouvez croire cela, vous pouvez acheter du Bitcoin. Et si davantage de personnes y croient, alors davantage de personnes l'achèteront et les propriétaires pourront vendre, car de nouveaux acheteurs voudront en faire partie. Mais, vous savez, on ne sait jamais quand les gens vont se réveiller ou quand ils vont manquer d'imbéciles prêts à adhérer au concept. Et puis à un moment donné, certains de ceux qui y croyaient cessent d'y croire. Ils voient la lumière, ils se réveillent et veulent vendre. Mais s'il n'y a pas de nouveaux acheteurs, tout s'effondre. Donc je n'achèterai pas de Bitcoin si votre objectif est simplement de vous protéger contre l'inflation, de sortir du dollar, de vous mettre à l'abri. C'est plutôt un pari sur la psychologie collective. Oui, beaucoup d'événements pourraient se produire et pousser davantage de gens vers le Bitcoin, non? Une forte inflation, un effondrement du dollar, davantage de personnes pourraient chercher une valeur refuge. Et si elles finissent par chercher cette valeur refuge dans le Bitcoin, alors le Bitcoin peut monter. Mais peut-être pas. Peut-être qu'elles reprendront leurs esprits et le Bitcoin peut s'effondrer. Mais je pense que l'or, lui, ne s'effondrera pas. Je veux dire, je pense que l'or est vraiment ce que le Bitcoin prétend être. Donc je préfère simplement acheter la vraie chose, ou acheter de l'argent, ou quelque chose d'autre de tangible, ou investir dans des actions de sociétés minières aurifères. Je pense qu'elles vont beaucoup plus monter que l'or. Je pense même qu'elles sont encore moins chères que le métal. Il y a donc beaucoup de façons de jouer le marché de l'or. Je n'inclurai pas le Bitcoin parmi elles. Je voulais également poser une question sur l'orientation plus large de l'économie mondiale. Aux États-Unis, sous Trump, certaines idées visant à relancer la puissance économique ont consisté à rapatrier la production sur le territoire américain. Trump a également exercé des pressions sur de nombreux États alliés pour qu'ils fassent de même. Récemment, enfin, je crois qu'il a tweeté, que les Sud-Coréens avaient promis de diriger leur financement vers les États-Unis, s'engageant à hauteur de 350 milliards de dollars. Je ne suis pas sûr de l'exactitude de cette information, mais voyez-vous des signes de réussite dans les efforts visant à amener les pays du monde à réinvestir leur argent aux États-Unis? Eh bien, je veux dire, tout d'abord, je pense que beaucoup de gens disent ce que le président veut entendre. Ils veulent se mettre de son côté, ils veulent lui donner une phrase percutante.
Donc je pense qu'une grande partie de ce discours sur les pays qui disent « je vais investir 2 milliards, 10 milliards, peu importe », ce sont plutôt des objectifs optimistes qu'ils atteindront peut-être ou peut-être pas, car il n'y a aucun mécanisme d'application. Ils ne sont obligés à rien. Donc en gros, ils disent simplement « voilà ce que nous allons faire, peut-être ». Et maintenant, Trump peut sortir et s'en attribuer le mérite. De plus, il est difficile de savoir ce que ces entreprises auraient fait de toute façon. Je veux dire, il pourrait y avoir une entreprise japonaise qui prévoyait déjà d'investir dans une usine aux États-Unis, et maintenant, Trump fait que s'attribuer le mérite d'un investissement qui aurait eu lieu de toute manière. N'est-ce pas? Donc, on ne sait pas vraiment ce qui est réellement nouveau par rapport à ce qui serait venu ici de toute façon. Mais dans l'ensemble, je ne crois pas qu'il y aura beaucoup de relocalisation de la production américaine, car il y a une raison pour laquelle elle a été délocalisée au départ. Et Donald Trump ne s'attaque pas vraiment à la cause profonde de ce problème. Et donc, d'un point de vue économique, même avec les droits de douane imposés, il reste plus viable de produire à l'étranger et de payer ses droits pour importer les produits que d'essayer de recréer ces industries ici à partir de zéro. Ce ne sont pas seulement les usines, ce sont aussi les chaînes d'approvisionnement, les infrastructures, la main-d'œuvre. C'est un investissement colossal qui serait nécessaire. Et dans la mesure où la seule raison pour laquelle cet investissement aurait du sens serait à cause des droits de douane, personne n'a de certitude quant à la durée pendant laquelle ces droits resteront en vigueur. Je veux dire, Trump pourrait les supprimer quand il le souhaite, ou, vous savez, il ne sera président que pour encore 3 ans. Et beaucoup de ces projets peuvent prendre 5 ans, rien que pour être achevés. Alors qui va investir, vous savez, des milliards de dollars dans la construction d'une usine qui ne sera même pas rentable avant 5 ans, sans savoir si les tarifs mêmes qui la rendent viable existeront encore? Une grande partie du problème aussi, c'est que si vous construisez une usine ici, mais que vous devez toujours importer des composants étrangers, vous continuerez à payer ces tarifs. Alors que si vous la construisez à l'étranger, vous n'en payez pas. Donc une partie du problème, c'est que si vous construisez une usine en Amérique, vous êtes pratiquement limité au marché américain. Ce qui signifie que tout ce que vous produisez dans cette usine, vous devez le vendre en Amérique. On ne peut pas vraiment le vendre de manière compétitive ailleurs. Alors que si je garde mon usine en Chine, je peux fabriquer des produits et les vendre partout dans le monde. Ce n'est pas limité aux États-Unis. Donc, il se peut même qu'il ne soit pas viable d'implanter une usine en Amérique où vos seuls clients seraient des Américains et où vous ne pourriez pas exporter vers l'Europe parce que ce ne serait pas compétitif à cause des coûts plus élevés. Donc, écoutez, la plupart de tout cela n'arrivera pas. Ce ne sont que des paroles. Et Trump se vante de tous ces grands accords qu'il négocie et de tout cet argent qui serait soi-disant investi en Amérique. Vous savez, la plupart de tout cela, ce ne sont que des paroles. Une partie de cet argent aurait été investie de toute façon, et une grande partie ne le sera jamais. Eh bien, ma dernière question cependant concerne le sujet sur lequel tous les regards sont tournés en ce moment, dans cette ère économique actuelle et turbulente. Nous assistons à cette guerre économique entre les États-Unis et la Chine, essentiellement une rivalité pour savoir qui dominera. Comment voyez-vous cela évoluer? Comment je vois quoi évoluer? La guerre économique entre les États-Unis et la Chine. Eh bien, elle se manifeste dans de nombreux domaines, depuis la préservation du large, je suppose, du maintien de racisme technologique. Eh bien, écoutez, je pense que si c'est une guerre économique, nous perdons, parce que le pouvoir est du côté du producteur et du créancier.
Je pense que Donald Trump interprète mal la relation. Il croit que nous avons toutes les cartes parce que nous achetons tout et que nous empruntons l'argent. Mais n'importe qui pourrait faire ça, non? Je veux dire, n'importe qui peut consommer ce qui a déjà été produit. N'importe qui peut emprunter de l'argent si quelqu'un est prêt à le prêter. L'essentiel, c'est de produire les choses. C'est ça qui est difficile. Il faut des usines, des ressources, des travailleurs. La Chine a les usines, elle a les infrastructures. C'est la partie importante. Et il est bien plus difficile d'épargner de l'argent que de le dépenser. Dépenser, c'est la partie amusante. On sort simplement pour acheter des choses. Épargner, c'est un sacrifice. C'est de la sous-consommation. C'est gagner de l'argent, mais ne pas le dépenser ensuite. Trouver des moyens de s'en sortir avec moins pour pouvoir économiser davantage. Cela demande du travail acharné. Dépenser de l'argent est très facile. Nous pensons être la partie importante de cette relation parce que nous empruntons et dépensons. Non. C'est l'exemple même de mettre la charrue avant les bœufs. La Chine produit, sans production, il n'y a pas de consommation. La Chine épargne, sans épargne, il n'y a pas d'emprunt. Ils sont plus nombreux que nous, 3 fois plus de personnes en Chine. Ils peuvent dépenser, il n'y a pas de pénurie de demande en Chine. Mais ici, il y a une énorme pénurie d'offres. Nous n'avons pas les usines. Donc s'il y a une guerre, la Chine gagne. En réalité, la Chine soutient notre économie. Trump ne comprend pas cela, et beaucoup de gens dans son administration non plus. Eh bien, les Chinois ont menacé de restreindre les exportations de terres rares, et il semble que Trump et Xi soient parvenus à un accord selon lequel une partie de ces mesures sera non pas annulée, mais au moins retardée. Penses-tu que nous avons évité le pire, ou crois-tu que la guerre commerciale va simplement se poursuivre? Eh bien, je veux dire, je pense que la guerre commerciale va continuer aussi longtemps qu'il sera politiquement avantageux pour Trump de la mener. Mais elle nuit à l'économie, qu'il s'en rende compte ou non. Donc je pense qu'elle ne s'intensifiera pas au point de correspondre à sa rhétorique. Et dans la mesure où il menace, vous savez, de tarifs à 100%, ce ne sont pour l'instant que des paroles. On le surnomme Taco Trump. Trump finit toujours par reculer. Et je pense qu'à mesure qu'il multipliera ses menaces, ce sera comme le garçon qui criait tarif. Finalement, les gens comprendront que cela ne se produira pas vraiment. Mais il y a bien des tarifs. C'est pas comme s'il n'y en avait aucun. Les droits de douane sont beaucoup plus élevés aujourd'hui qu'ils ne l'ont été par le passé, et ce n'est pas une bonne chose. Je veux dire, cela augmentera les recettes du gouvernement américain, ce qui, certes, est nécessaire. Donc j'imagine que c'est un point positif, car cela réduit quelque peu le déficit. C'est un peu moins d'argent que nous devons emprunter, puisque nous le percevons sous forme de droits de douane. Mais ces droits de douane sont payés par les Américains. Ils ne sont pas payés par les Chinois, ni par les Canadiens, ni par les Mexicains. Ils sont payés par les Américains et ils sont payés par la classe ouvrière, les pauvres, les mêmes personnes dont Trump prétend être le défenseur. Ce sont eux qui règlent la facture des droits de douane. Eh bien, avant que vous ne partiez, où les gens peuvent-ils vous trouver, vous et votre entreprise? Oui, eh bien, ils peuvent trouver Euro-Pacific Asset Management en ligne sur europac.com. Vous savez, nous gérons des comptes séparément gérés dans ma société de gestion d'actifs. Donc, si vous avez un portefeuille que vous aimeriez que je gère pour vous, nous avons d'excellentes stratégies globalement diversifiées qui profiteront d'un dollar faible, de la stagflation, de la hausse des prix des matières premières, de la montée des devises étrangères et de l'augmentation de la demande sur les marchés émergents. Je pense que toutes les tendances actuellement en place et qui vont se poursuivre, nous sommes positionnés pour en tirer parti. Vous devriez vraiment transférer un compte. Je pense que sortir des actifs américains
et se tourner davantage vers les actifs mondiaux est ce que les gens doivent faire. C'est ce qui a fonctionné dans les années 70. Dans les années 70, on se faisait massacrer si on restait sur le marché américain. Mais si on investissait à l'étranger, on faisait fortune. Je pense que cette fois, ce sera encore mieux, car les problèmes sont encore plus graves. Donc je pense que la surperformance relative des marchés étrangers par rapport aux États-Unis sera encore plus marquée. Et bien sûr, avec l'appréciation des matières premières, l'or, il faut acheter un peu d'or et d'argent. J'ai une entreprise ShiftGold où vous pouvez acheter. Nous vous proposerons d'excellents prix. Vous pouvez acheter en ligne ou parler à nos spécialistes qui vous aideront. Le site web est shiftgold.com. Nous avons également une lettre d'information gratuite à laquelle vous pouvez vous abonner sur sovereignshift.com. Nous publions plusieurs numéros par semaine. Il suffit d'aller sur le site et de vous inscrire pour commencer à recevoir nos réflexions dans votre boîte de réception. Nous proposons également des produits payants avec des idées d'investissement et d'autres services similaires. Si vous êtes du genre à tout faire vous-même et que vous souhaitez gérer votre propre argent, mais avez besoin d'un peu d'aide pour choisir des actions, nous pouvons vous offrir ce service. Et n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. J'ai plus de 1,2 million d'abonnés sur X. J'y publie beaucoup. Donc si vous voulez savoir ce que je pense en temps réel, suivez-moi simplement sur X et vous le verrez. Et regardez mon podcast, The Peter Schiff Show Podcast. Vous pouvez le trouver sur mon site web à l'adresse shiffradio.com ou sur iTunes, Stitcher, Spotify, toutes ces plateformes qui proposent des podcasts. Vous pouvez aussi le regarder sur ma chaîne YouTube où je publie la version vidéo en direct. Alors abonnez-vous à la chaîne YouTube de Peter Schiff. Je fais aussi des vidéos pour ShiftGold, donc vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de ShiftGold. Je suis sur Facebook, Instagram et TikTok. En gros, partout où il y a des réseaux sociaux, j'y suis quelque part. Alors trouvez-moi, suivez-moi, partagez mon contenu et parlez-en à d'autres. Il y a beaucoup de désinformations diffusées par l'establishment qui gavent le public de mensonges. Moi, je dis la vérité. Mais je n'ai pas une plateforme aussi grande que les médias traditionnels, donc j'ai besoin de l'aide de mon public pour faire passer le message et faire savoir aux gens où me trouver en ligne. Plus je parle à de monde, plus mes paroles auront de l'impact. Eh bien, comme toujours, j'apprécie vraiment que vous ayez pris le temps. Merci encore d'être venu. Très bien, au revoir, prenez soin de vous. Take care.